Bienvenue dans ce tutoriel où je vous propose aujourd'hui de parler des grilles en CSS et on va parler plus précisément des grilles responsives. Donc avant de nous lancer tête baissée dans le code, il est important de comprendre ce qu'est une grille et quel est son intérêt pour l'intégration. Donc le principe d'une grille est relativement simple, c'est de couper notre design en plusieurs colonnes, 1, 2, 3 et ainsi de suite, suivant le nombre de colonnes que vous avez choisi. Donc par exemple, si on a un contenu avec une sidebar, on va pouvoir dire, bon ben je sépare mon site en 12 colonnes, le contenu va en prendre 9 par exemple, et la sidebar va en prendre 3. L'idée c'est toujours d'avoir un total qui correspond au nombre de colonnes que l'on a choisi initialement. Donc ce système de grille est aussi utilisé par les designers parce qu'il permet de garder une cohérence graphique, de garder toujours le même espacement entre les éléments et ainsi de suite. Donc l'avantage c'est que si on utilise ce système de grille en CSS, on va pouvoir transférer le design plus rapidement. L'autre intérêt que l'on a, c'est d'utiliser les grilles pour la notion de responsive. Donc il y a deux notions. Donc, par exemple, dans l'ancienne version du Twitter Bootstrap, on disait bon, ben, sur le bureau, on va séparer en plusieurs colonnes. Mais lorsque l'on arrive sur un mobile, automatiquement, toutes les colonnes vont être groupées et prendront la totalité de la largeur de l'écran. Donc, par exemple, si on avait le contenu sur 9 colonnes et la sidebar sur 3 colonnes, lorsqu'on arrivait sur mobile, on avait d'abord le contenu qui prenait toute la largeur et ensuite la sidebar qui prenait aussi toute la largeur en dessous. Maintenant, les grilles ont beaucoup évolué et permettent de gérer le responsive de manière un petit peu plus poussée avec des classes qui vont être adaptées suivant les différentes résolutions que l'on veut toucher. Donc j'ai pris ici deux exemples qui sont les exemples que l'on retrouve sur la plupart des frameworks CSS modernes. Donc j'ai pris Foundation et Twitter Bootstrap. Et vous allez voir qu'au niveau de son fonctionnement, c'est relativement similaire. Le principe, c'est de créer en fait plusieurs séries de classes, chaque série de classes correspondant évidemment à la résolution que l'on souhaite. En général, ces résolutions sont séparées en trois catégories. On a d'abord la notion de small, donc c'est pour tous les périphériques qui sont sous les 700 et quelques pixels, donc globalement c'est tous les mobiles. On a ensuite tous les périphériques qui sont sous les 900 pixels, donc globalement c'est toutes les tablettes. Et ensuite on a tous les autres périphériques qui sont les bureaux. Donc les bureaux sont parfois découpés en deux catégories, les très grands écrans et les écrans de petite taille, mais ça dépend des frameworks. Donc par exemple, dans le cas de Twitter Bootstrap, vous voyez qu'on a ici call XS, call SM, call medium et call large. Donc chaque cas va correspondre évidemment à ces différentes résolutions. Donc ça, c'est quelque chose que l'on retrouve sur Twitter Bootstrap. Donc vous le voyez ici. On a par exemple ça qui prend 12 colonnes lorsqu'on est sur un petit périphérique, 8 colonnes sinon, et 4 colonnes si on est sur un périphérique normal, et 6 colonnes sinon. Si je me mets à redimensionner mon navigateur, vous allez voir qu'automatiquement ça va prendre 12 colonnes, ça va en prendre 6, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est exactement le même fonctionnement côté Foundation, si ce n'est qu'on a des classes qui sont un petit peu plus verbeuses, avec Small, Medium et Large. Mais vous voyez que le comportement est le même. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir le voir sur cet exemple-là. Voilà, ici, je pense que ça va se voir. Automatiquement, lorsqu'on va redimensionner, vous voyez que le nombre de colonnes varie, suivant la taille et les résolutions de l'écran. Donc, c'est ce que l'on va apprendre aujourd'hui à réaliser. Alors, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi tu vas faire ces systèmes de grilles si justement tu ne viens pas de nous dire que c'était disponible sur les différents frameworks? Alors, il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'en créant vous-même cette grille-là, vous allez mieux comprendre aussi comment ça fonctionne sur les différents frameworks. Même si vous n'utilisez pas forcément ce que l'on va créer aujourd'hui, vous allez comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne chez les concurrents, entre guillemets. L'autre raison, c'est tout simplement si jamais vous voulez avoir le pas sur le nom des classes et pouvoir configurer un petit peu les choses par vous-même. Donc là, l'avantage, c'est que vu que ça va être votre code, vous allez avoir la main de A à Z sur tout ce qui se passe. Donc ceci étant dit, on est parti. On va commencer d'abord par une grille standard qui va fonctionner sur tous les périphériques. Donc j'ai créé ici une page HTML standard et sur cette page HTML, on va créer des grilles. Donc au niveau des classes, je ne vais rien vous imposer. On va partir un petit peu sur un mix entre Twitter Bootstrap et Foundation. Donc on va faire par exemple div qui a la classe row. Donc je vous expliquerai juste après pourquoi on a besoin de cette div là. Donc on va commencer, nous, en séparant par 12 colonnes. C'est ce que l'on retrouve de manière générale, même en termes de design. Donc on va partir sur du 12 colonnes et on va écrire par exemple une div qui est la classe col-6. Voilà, avec marqué col6 à l'intérieur. Et une autre qui va avoir la classe col6 aussi. Donc ça fait 12 colonnes. Après on va faire d'autres exemples, col10 par exemple et col2. Il faut toujours que ça fasse 12. Ou même on va mettre col8 ici, puis 8, ensuite 2 et 2. Voilà. Et on va enchaîner sur une autre div qui va avoir la classe.
Alors je réfléchis. Allez, on va prendre 4, 4 et 4. 4 et 4. D'ailleurs, je m'embête pas, je vais dupliquer 3 fois celle-là. Voilà, donc là, on a nos éléments. Donc si j'actualise, automatiquement, évidemment, ils sont placés les uns en dessous des autres parce que je n'ai pas fait de style. Donc je vais aller créer un fichier CSS. Donc moi, je vais choisir d'utiliser le préprocesseur SAS parce que ça va nous permettre, vous allez voir, de créer des variables et d'automatiser toute une série de choses. Mais pour commencer, ne vous inquiétez pas, on va commencer par du CSS standard si vous êtes réfractaire à ce type de choses. Donc dans ce fichier CSS, on va commencer à créer notre grille. Donc on va dire par exemple col-6, ça prendra 50% de l'écran. C'est logique. Donc 8, 50%. Ensuite, on va dire que la col-4, donc c'est séparer le design en 3 colonnes identiques. Donc ça veut dire 33,3333%. Qu'est-ce que j'ai prévu comme autre classe? Col-8. Alors 8, il faut diviser tout simplement. 8 divisé par 12. Ça fait 66%. En même temps, c'est 2 fois 4. Hein, je suis un petit peu con. Donc ici, col 8, ça va être 66,666%. Et ainsi de suite. Donc vous avez compris un petit peu le principe. Donc là, hop, 2 divisé par 12. Je n'ai pas envie de faire des calculs à la main. Voilà. Donc là, ça va faire du 16,666%. Donc avec ce système-là, je vais pouvoir comme ça créer des largeurs. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est évidemment styliser tous ces éléments pour pouvoir leur donner un comportement de base. Donc je vais sélectionner toutes mes colonnes, comme ceci, et je vais les mettre les unes à la suite des autres au-dessus. Et leur mettre la même classe à tous. Alors là, je n'oublie pas de mettre des virgules pour éviter les problèmes. Donc on les met en float left et on les met en position relative. Donc ça, c'est si jamais on en a besoin plus tard. On leur donne une hauteur par défaut de 1 pixel pour qu'ils aient tous un comportement de bloc entre guillemets. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des styles juste pour le besoin de ce tutoriel qui vont être des styles visuels. Donc on va leur donner un background color. Donc on va utiliser la fonction RGBA juste parce que j'ai pas envie de calculer une couleur et on va mettre du noir à 0,2%. Donc automatiquement, vous voyez que mes colonnes se placent bien. Histoire de mieux les voir, je vais leur mettre une bordure. Encore une fois, noir. Vraiment, on va mettre un noir léger. Le problème lorsque je fais ça, vous allez le voir, c'est qu'automatiquement, c'est que les éléments se placent les uns en dessous des autres. Alors pourquoi ça a ce comportement-là? Tout simplement parce que si j'inspecte mon élément, donc je vais cacher un petit peu toutes ces barres-là, et que je regarde ma div qui a la classe col6, sa largeur prend bien 50%. Mais automatiquement, il rajoute un pixel à cause des bordures. Donc pour éviter ce problème-là, ce que je peux faire, c'est directement au niveau de mon CSS, mettre un border box. En mettant un box sizing, en mettant box-sizing de point border box. Alors j'ai déjà fait un tutoriel sur le box sizing, mais pour vous réexpliquer le concept assez simplement, si vous ne mettez pas de box sizing, par défaut, ce que fait le navigateur, c'est qu'il va prendre la largeur que vous lui avez demandé. Donc là, par exemple, il va prendre 50% de la taille de l'écran. Du coup, ça fait 447. Et en plus, il va rajouter les bordures. Donc au total, ça fait 50% plus un pixel. Donc 50% plus un pixel plus 50% plus un pixel, ça ne rentre pas. Et du coup, il crée ce décalage. Si vous mettez le box sizing border box, automatiquement, ce que va faire le navigateur, c'est qu'il va redimensionner la largeur pour que la largeur plus le padding plus les bordures fasse 50%. Et là, vous voyez que peu importe la résolution que l'on adopte, automatiquement, les colonnes rentrent toujours. Donc peu importe que l'on ait un padding ou carrément que l'on ait des bordures. D'ailleurs, en parlant de padding, on va en profiter pour rajouter un padding. C'est toujours intéressant d'avoir les colonnes qui sont espacées les unes par rapport aux autres. Donc ici, pour chaque colonne, je vais rajouter un padding. Donc là, ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez. Par exemple, on peut mettre un padding de 10 pixels. Et automatiquement, ça veut dire qu'entre deux colonnes, il y aura une marge de 20 pixels. Donc là, on a créé les choses, vous le voyez, relativement manuellement. Mais ce qu'on peut faire, c'est tout simplement utiliser le préprocesseur SAS pour optimiser les choses. Alors je vais importer Compass parce que je vais en avoir besoin pour juste une chose. On n'est pas du tout obligé de l'utiliser dans ce cas-là. Je vais le mettre juste pour gérer la partie box sizing. Donc plus box-sizing de point border box. Voilà. Donc c'est pour éviter d'avoir à préfixer ça. Et on va rajouter sur le body un padding 0 et un font family serif. Histoire d'avoir quelque chose qui paraisse un poil plus sympa. Plutôt sans serif. Voilà. Donc là, vous voyez comme ça permet d'avoir quelque chose qui est un poil plus sympa.
Donc comme je vous l'ai dit, au niveau des colonnes, on va pouvoir optimiser. Et c'est là que l'utilisation de SAS est intéressante. On va pouvoir utiliser des boucles pour créer toutes ces classes-là de manière dynamique. Donc pour utiliser une boucle, on fait $for $i allant de 1 à, donc frouf, je ne suis pas le prononcer, je suis désolé, au nombre de colonnes. Alors le nombre de colonnes, on peut le mettre manuellement ou créer des variables. Donc nous, on va plutôt créer des variables. Columns, 2.12. Et on va créer aussi une variable pour le padding. On va appeler ça les gouttières, gutter. Et on va dire que la gouttière, c'est de 20 pixels entre les deux. Donc on peut même mettre des valeurs ici documentées. Au passage, ce système de grille, c'est quelque chose que je souhaiterais utiliser entre mes différents projets. Donc pour les réutiliser entre les différents projets, je vais plutôt séparer ça dans un autre fichier. Donc là, je vais créer un nouveau fichier. Donc je vais l'appeler underscore grid.scss. Alors underscore pour qu'il ne compile pas, tout simplement. Et comme ça, dans mon app.css, je peux dire je veux juste importer ma grille. Voilà. Donc au final, ça revient au même. Au niveau de mes variables, ce que je vais faire, je vais mettre ici des points d'exclamation default. Alors ça permet quoi? Ça permet de dire, ça va être la valeur par défaut. Si je veux changer cette valeur-là, il me suffira par exemple dans mon app.css, avant de charger la grille, de redéfinir la variable. Par exemple, 16 colonnes. Hop. Mais si je ne définis rien, automatiquement, ça prendra la valeur qui est écrite ici par défaut, donc 12. Donc maintenant, on va continuer sur notre boucle. Ici, je n'ai plus à mettre ma valeur, mais directement columns. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir dire .col-i. Donc i, c'est $i. Alors ça s'écrit comme ça si vous voulez faire une concaténation sur SAS. Et je peux donner la largeur. Donc la largeur, c'est width de point, $i divisé par 12, comme ce que je faisais sur Google, le tout multiplié par 100%, pour avoir une valeur en pourcentage. Je sauvegarde et je vais supprimer tout ce que j'ai écrit ici, si ce n'est ce petit morceau-là que je vais laisser. Donc je sauvegarde, et si je regarde mon app.css, vous voyez qu'il va créer toutes les classes de manière automatique. Et ça correspond aux valeurs que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc au niveau de mon site, vous voyez que ça ne change absolument rien. Donc l'avantage, c'est qu'on permet comme ça d'automatiser. Je vais cacher la sidebar pour pouvoir afficher un petit peu plus du site. Donc au niveau de mon grid.css, j'ai besoin aussi de dupliquer ces règles-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une règle que je vais appeler %col. Donc ça, c'est propre à SAS, c'est une règle qui n'existe pas vraiment, qui ne sera pas compilée. Et on va mettre float left, POR pour une position relative, une hauteur minimale de 1 pixel et un padding qui équivaut aux gouttières. Donc padding, ça va être padding 2.0. Alors pourquoi il me chie une pendule? Voilà, padding 0. Et ensuite, la taille des gouttières multipliée par 0.5 pixels. Par 0.5 parce qu'on va garder l'unité qui a été écrite ici. Donc si j'inspecte mon app.css, vous voyez que cette règle %col n'existe pas. L'avantage, c'est que je vais pouvoir dire que toutes mes colonnes qui sont écrites ici, vont hériter en faisant @extend de %col. Et ça me permet de supprimer cette petite ligne-là. Alors je vais rajouter le background quand même et les bordures pour pouvoir les visualiser au niveau de notre site. Donc, si je sauvegarde et que je réinspecte, vous voyez qu'automatiquement, ça permet de créer comme ça une règle qui va grouper tous nos différents comportements de colonnes. Et vous voyez qu'au niveau de notre CSS, ça ne change absolument rien. Donc vous voyez, l'avantage de ça, dans ce cas-là, c'est qu'on automatise un grand nombre d'opérations. Si je veux passer sur 16 colonnes, il me suffira au niveau de mon app.css de faire columns égale 16. Si je sauvegarde, au niveau de mon app.css, vous voyez que j'ai maintenant 16 colonnes et il crée les différentes règles avec automatiquement les divisions. Au passage, vous voyez que là, il y a 133%, ce qui n'est pas normal. C'est parce qu'ici, j'ai mis en dur le nombre de colonnes. Il faut penser, si on utilise les variables, à les mettre bien partout. Et là, voilà, j'ai toutes mes divisions qui se font automatiquement. Donc au niveau de notre site, ça explose forcément parce que le compte n'est plus bon. Et on n'a plus 12 colonnes à chaque fois. Mais c'était vraiment pour vous montrer que maintenant, on a quelque chose qui est très très facilement personnalisable. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe pour la notion de responsivité? Alors, je ne sais pas si le mot se dit, mais voilà. Le problème, c'est que là, peu importe la résolution que vous avez, vous voyez que ça prend toujours ces mêmes proportions. Alors, c'est un comportement qui est sympa, mais ce que l'on aimerait bien faire, c'est gérer les petits écrans. Donc, une solution qui était envisagée, qui était présente sur les anciennes versions de Bootstrap, c'était tout simplement de mettre une media query en faisant media
en disant only screen and max-width de point 640 par exemple. Donc 640 pixels. Voilà, hop, donc on met ça entre parenthèses. Voilà. Et ce que l'on pouvait faire, c'est dire que toutes les colonnes, donc on répétait notre boucle, et on leur donnait à toutes les colonnes une largeur de 100% en faisant width 100%. Donc là, pas besoin de refaire un extend forcément parce que ça a déjà été fait en haut. Et vous voyez qu'automatiquement, dès que j'atteins 640 pixels, hop, on a ces systèmes qui se cassent, entre guillemets, et on a automatiquement nos différentes colonnes. Alors ça, c'était le comportement par défaut, mais parfois, on aimerait bien affiner un petit peu plus et avoir justement cette notion de responsive en plusieurs étapes. Pouvoir dire, je veux que ça soit comme ça sur mobile, comme ça sur bureau et comme ça sur tablette. Donc là, l'approche peut être un petit peu différente suivant ce que vous voulez faire. Donc il y a une approche que l'on appelle l'approche mobile first. C'est-à-dire qu'on va créer ces règles qui sont les règles basiques et on va mettre des breakpoints pour les écrans qui dépassent une certaine résolution. Donc c'est ce qu'utilisent à peu près tous les frameworks. C'est ce qui est le plus logique parce que ça permet d'éviter de charger plein de choses pour les périphériques les plus lents. Donc l'idée c'est, hop, on supprime cette règle-là et on va se créer une media query qui correspond par exemple à un min width. Donc ça veut dire tous les écrans qui sont supérieurs à 640 pixels. Donc globalement les tablettes et tout ça. Et à l'intérieur on va mettre la même boucle. Donc hop, je récupère mon for. Sauf qu'on va créer des règles qui sont légèrement différentes. Donc par exemple, on va préfixer ces règles par MD, call, medium ou directement par M. Parce qu'au final, ça correspond à... Enfin, on n'aura pas deux fois utilisé la lettre M. Donc du coup, call-M, le nombre de colonnes. Et les largeurs, ça sera exactement la même chose. De la même façon, les extends de colonnes. Je sauvegarde et on va se créer un autre media query. Hop, pour les écrans plus larges. Donc là, on va pouvoir dire les écrans qui sont au-dessus des iPads. Donc là, à vous de voir, hein, moi j'ai choisi 1040. Donc encore une fois, vous pouvez aussi créer des variables. Donc par exemple, on va l'appeler medium. Le medium, hop, ça sera tout simplement tout ce qui est au-dessus de 640 pixels. Ensuite, on va pouvoir créer large, qui sera tout ce qui sera au-dessus de 1024. Et du coup, à cet endroit-là, je peux utiliser mes différentes variables. Donc là, ça va être medium, et là, ça va être large. Donc on va mettre ici "-l". Alors au passage, vous voyez qu'il me chine une petite pendule parce qu'il me dit non, mais là, ce que tu fais, moi, je suis pas d'accord. Je veux pas mettre un extend à l'intérieur d'un média. Alors ce que l'on va faire, c'est dire .call-m-dièse hop, i. Voilà. Hop. Et même on pourrait rajouter .call-l-i. Voilà. Et dire que tout ça, ça va extend de %call. Voilà, histoire qu'il fasse l'extend directement là où ça ne le gêne pas, et là où il ne risque pas de nous chier une pendule. Voilà. Et je peux supprimer à cet endroit-là. Si maintenant je sauvegarde, vous voyez que ça remarche. Et mon système de grille est toujours le même. L'avantage, c'est qu'au niveau de mon index.html, je vais pouvoir piloter ça de manière un petit peu plus poussée. Par exemple, on va dire que sur tous les périphériques standards, c'est 12 colonnes. Mais lorsqu'on est sur un écran large, par exemple, d'ailleurs, c'est moins logique, on va plutôt mettre partout -m-4 ou -m-6 et sinon call-12. Donc ça veut dire que sur mobile, ça prend 12 colonnes. Et sur écran médium, entre guillemets, ça prend 6 et 6. Mais l'avantage, c'est que je peux modifier ça. Dire ici, ça fait sur un écran de petite taille, ça fait 4, 4 et 4. Ici, sur un écran de petite taille, ça fait 6 et 6. Et là, ça fait 10 et 12, et 2 plutôt. Et dans le dernier cas, ça fait 12. Et ainsi de suite. Donc l'avantage, c'est que là, sur un écran de taille large, ou tout ce qui dépasse le médium, donc les tablettes et les bureaux, j'ai ce comportement-là. Et tout ce qui devient petit, j'ai mon autre comportement. Donc je peux piloter ça de manière très très poussée. Et si vous voulez aller encore plus loin, on peut dire, par exemple, ça sur un écran large, ça va prendre 12 colonnes. Donc hop, vous voyez là, c'est 4, 4, 4. J'agrandis, boum, là ça fait call 6, call 6. Je continue d'agrandir. Et dès que je dépasse 1024, ça fait call 12. Et là, vous voyez, on a vraiment notre notion de grille responsive. Alors, on va pousser la chose un petit peu plus loin. On va supprimer un petit peu tout ce que l'on a fait. Et on va garder juste
voilà, celle-là. On va dire que sur mobile, c'est 12 colonnes. Sur bureau, c'est 6. Et sur grand écran, c'est aussi 6. Donc là, on n'a pas besoin de faire des classes en plus. Donc vous voyez l'avantage de cette notion de partir du plus petit vers le plus grand. C'est que si on met col MD6, ça s'appliquera aussi au plus grand. Donc c'est l'avantage de passer avec un système de mobile first, entre guillemets. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si par exemple je veux centrer cette col 6 ici? Vous voyez que sur écran de grande taille, c'est aligné à gauche. Donc on va pouvoir se créer des classes. Donc par exemple, on va créer une classe pour les écrans de petite taille qui va s'appeler col-m-center. Et ce que ça fera, c'est que ça fera un margin 0-auto et float none. Si j'applique ça au niveau de mon index.html, je vais faire col-m-center. Et au niveau de mon col 12, on va remettre du col 4, histoire que vous voyez que ça s'aligne bien. Et vous voyez automatiquement, sur grand écran, ma colonne est centrée. Dès que j'arrive sur petit écran, hop, ça passe. Donc l'avantage, c'est que si vous voulez mettre un argumentaire comme H2, venez ici, et un petit bouton, un petit bouton. Donc hop, c'est super cool. Vous voyez, sur notre écran, c'est centré, et dès que je rapetisse, pouf, ça passe sur grand écran. Alors le problème que l'on a aussi, c'est que ces colonnes, entre guillemets, ne sont pas collées. Alors là, on a l'impression qu'elles sont collées au bord parce que j'ai mis des bordures, mais en vrai, lorsque l'on parle du contenu, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, vous voyez que par exemple, notre H2 et notre lien ne sont pas collés. Le problème, c'est que ça va créer un décalage. Par exemple, si je mets des colonnes dans des colonnes, imaginons je recrée ça à l'intérieur. Donc hop, je duplique. Vous voyez, ça crée ce décalage. Nous, on veut toujours que ça soit collé au niveau des bords. Donc pour faire ça, on va créer une nouvelle div qui va avoir la classe row. Row, ça veut dire je veux démarrer des systèmes de colonnes. Donc ce système de row, alors hop, on va le mettre au niveau de notre grille parce que ça concerne les grilles. On va faire .row et c'est relativement simple, on va leur mettre des marges négatives. Donc on va faire margin left de moins la gouttière. C'est directement gutter fois 0.5 et vu qu'on veut quelque chose en négatif, on met moins 0.5 et on fait la même chose pour le margin right ou de manière un petit peu plus optimale, je vais mettre margin 0-gutter moins 0.5. Je vais vérifier au niveau de mon app.scss et vous voyez que ça fait moins 10. Du coup, automatiquement, ça colle les choses au bord parce que ça fait moins 10 et ensuite les éléments ont un padding de 10. Donc à chaque fois que je vais faire plusieurs colonnes, je mets div row. div.row. L'autre avantage que ça peut avoir, c'est pour gérer la notion de clearfix. Si je mets par exemple mon H2 et mon P après, hop, et que là j'ai un col-m6, mais pas en centré, vous allez voir ce que ça va gêner. Vous allez voir que ça va un petit peu gêner. Si j'actualise et que j'agrandis, alors là, c'est plus forcément flagrant, on va remettre des bordures. Donc là, c'était au niveau de, voilà, border plus, et on va mettre une bordure rouge. Hop. Vous allez voir, on a ici notre colonne générale, et ensuite on a notre colonne 6, et automatiquement, le contenu va se placer à gauche. Va se placer à droite. Pourquoi? Parce qu'on a justement ce float left qui va casser l'alignement. Donc l'avantage d'entourer d'un row, c'est qu'on va pouvoir aussi utiliser un clearfix. Donc là, à vous de voir le clearfix que vous souhaitez utiliser. Donc soit vous utilisez le clearfix par défaut de Compass, qui va faire, alors hop, si je retrouve le point row, qui fait un overflow hidden et un zoom 1. Soit vous utilisez un clearfix CSS qui est celui-là. Donc on va pouvoir faire ça. Et l'avantage, c'est qu'on fait un petit peu la même chose. Et l'avantage, c'est qu'on peut dire pourcentage clearfix, hop, mettre les règles à l'intérieur. Donc là, hop, c'est et before et after. Là, c'est et after. Et hop, le zoom. Et l'avantage, c'est que là, plutôt que de faire include, on fait extend de pourcentage clearfix. Si je sauvegarde, hop, au niveau de mon app.css, vous voyez que ça fait .row before, .row after et tout. Donc là, c'est vraiment à vous de voir, vraiment suivant ce que vous voulez faire. Et au niveau de notre grille, on a le même comportement. Donc dès qu'on a un row, si jamais on n'a pas le nombre exact, ça ira automatiquement à la ligne. Donc on va pouvoir continuer comme ça à créer des règles suivant ce que l'on veut faire. Par exemple, quelque chose qui est très présent sur les mobiles, enfin sur les grilles, c'est la possibilité de décaler.
Par exemple, comment je fais si je veux décaler cette colonne d'un cran? Donc par exemple, on peut créer col pool 1. Et ça voudrait dire que je veux, alors là c'est plutôt push. Voilà, que je veux pusher cette colonne de 1 cran. Donc on va faire la même chose en utilisant notre système de boucle ici, donc c'était à cet endroit-là. On va pouvoir dire point call pull, alors push plutôt, dièse i. Donc ça prendra 1, 2, 3 jusqu'à 12. Automatiquement, on va pouvoir dire que le left, la position à gauche, left, ça sera $i divisé par le nombre de colonnes multiplié par 100%. Je sauvegarde et vous allez voir ce qui va se passer, c'est que ce petit élément va être décalé de une fois en fait, donc de une colonne. Si vous voulez attester que ça marche bien, on va faire un call push de 6. Et vous voyez que ça met bien le système à 6. Donc moi personnellement, j'ai jamais été un grand fan de ces colonnes-là, surtout que ça va poser des problèmes. Alors je vais vous montrer un exemple du problème que ça peut causer. Imaginons vous avez une colonne que vous voulez centrer un petit peu de cette manière-là. Donc là, on va dire que sur mobile, ça prendra 4 cases. Ça me prendra 9, ou enfin 10. Et que sur version medium, ça prendra 6. Donc là, vous voyez, hop, on a bien notre comportement. Si je veux le centrer, ça voudrait dire que sur les écrans de petite taille, je dois mettre un call push de 1 pour qu'automatiquement ça décale de une colonne et du coup il reste une colonne à droite. Le problème c'est que sur grand écran, le décalage n'est pas bon. Du coup ça nous oblige à faire call-m-push la 6 divisé par 2, 3. Donc là ça n'existe pas et ça m'obligerait à recréer des règles, pareil au niveau de mon médium, qui serait .call-m-push. Donc la même chose que ce que j'ai écrit ici en fait. Donc hop. Et la même chose pour les écrans larges évidemment. Donc si je sauvegarde, hop. Vous voyez, ça fonctionne bien. Le problème de ce comportement-là, c'est parfois on a des comportements un petit peu erratiques. Par exemple, imaginons sur le grand écran, je veux 12 colonnes. Si je sauvegarde, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le décalage que j'ai demandé pour le mobile a toujours lieu. Hop. Et que je supprime ce push 3, hop, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que peu importe sur quelle résolution je me trouve, il y a toujours ce décalage de call push 0. Donc on se retrouve des fois à faire des choses insensées comme devoir faire call-push-0 pour dire, hop, -m plutôt, -push 0 pour dire, mais attends, sur les versions médium et plus grandes, je veux que ça ne soit pas pushé. Du coup, ça obligerait à changer légèrement nos règles CSS en disant on ne va plus de 1 au nombre de colonnes, mais on va plutôt de 0 au nombre de colonnes. Avoir une classe call-m-0 ne sert à rien. Du coup, je vais rajouter une condition en faisant @if $i est différent de 0. Voilà, donc ça complexifie un petit peu mon code. Là, je vais passer ça sur une ligne, histoire qu'on s'y retrouve un poil mieux. Voilà, vous voyez que le code est un petit peu plus clair. Et du coup, hop, on passe cette règle dans le if, par contre l'autre non. Ce qui fait que, effectivement, maintenant sur bureau, j'ai un push à 0. Et hop, dès que je passe sur mobile, j'ai bien un push à 1. Bon, à vous de voir, moi, ce n'est pas un cas que je retrouve relativement souvent. Et je trouve que c'est un petit peu rébarbatif au niveau du code. Voilà, donc après, l'avantage de ce système-là, vous le voyez, c'est qu'on a créé nous-mêmes notre grille. Donc après, à vous, évidemment, d'adapter. Donc là, je vais repasser sur du M12 et on va dire que tout est centré. Call center. Et au passage, je vois que je n'ai pas de centré pour les petits écrans. Donc ici, on va aller dire, hop, .call-center, c'est margin 0 auto float node. Et hop, automatiquement, sur les petits écrans, ça va aussi centrer. Et je vais dupliquer cette règle pour les écrans larges. Donc là, j'ai créé moi-même ma propre grille. Donc je vais pouvoir me créer les classes dont j'ai besoin. Ni plus ni moins. Je ne vais pas créer des classes en trop, je ne vais pas créer des classes en moins. Donc dans le cas que je vous ai donné, la notion de push, moi c'est quelque chose que je n'utilise pas forcément. Je vous la mets ici et je vous la laisse quand même parce que si jamais vous, ça vous intéresse, c'est toujours bien de l'avoir. Mais moi, bon, c'est vrai qu'en général, je ne l'utilise pas. Voilà, donc là, on va faire la même chose pour les écrans larges. Hop. Et là, c'est call-l, call-l, et ainsi de suite.
Alors, vous voyez au passage que je me répète beaucoup. Entre ça et ça, même ça, on a quasiment toujours la même écriture. Donc ce que je peux faire, c'est me créer une fonction qui va me permettre de générer ce code-là, pour encore plus optimiser et automatiser les choses. Donc je fais @function. Donc on va l'appeler columns. Columns. Alors, je ne suis pas inspiré, ça peut rentrer en collision avec d'autres trucs, donc on va l'appeler responsive -columns. Et cette fonction va prendre tout simplement un paramètre qui est le préfixe, plutôt un suffixe dans ce cas-là, et par défaut ça sera du vide. Voilà, donc je crée ma petite fonction et je vais y copier tout le code que j'ai écrit ici. Voilà. Et au niveau de mon for, alors ça n'a pas changé, c'est for i égale 0, sauf que tout ça, à cet endroit-là, ça va être le suffixe. Donc c'est $suffixe. Voilà. Alors je vais désactiver le passage à la ligne parce que sinon on ne va pas bien comprendre comment ça fonctionne. Et au niveau de notre système, ici j'ai juste à faire responsive-columns et à mettre mon suffixe. D'ailleurs là, vu que ça génère du code, c'est pas une fonction que je vais utiliser mais c'est une mixin. Au final ça a la même notation et là je fais du coup un @include et c'est responsive columns et je vais mettre le préfixe -l pour dire que c'est sur les écrans de taille large. Ensuite, à cet endroit-là, hop, pareil, je peux optimiser mon code en mettant include responsive colon en mettant le préfixe -medium. Et lorsque je suis sur cette boucle-là, c'est toujours la même chose. Hop, si ce n'est que je mets responsive colon et je ne mets pas de préfixe. Ou là, carrément, je peux absolument rien mettre. Par contre, j'ai besoin de garder cette boucle-là pour pouvoir gérer les extends que je vous ai écrits juste ici. Donc là, le extend, ça serait hop, comme ceci. .call -i directement. Donc là, voilà, je suis plutôt satisfait de moi. Et ce mixin-là, vu que je l'utilise à différents endroits, mieux vaut que je le déclare avant. Donc là, hop, on va le mettre ici. Et on va mettre un petit peu des commentaires parce que là ça devient un véritable bordel. Donc là on va l'appeler variables, donc c'est les variables. Ensuite on a le nombre de colonnes, on va mettre plutôt les classes, voilà, les classes génériques. Voilà, donc les mixins, c'est vrai que ça me semble plus logique de les avoir après les variables. Mixins. Voilà, hop, donc je sauvegarde et là normalement ça devrait lui poser moins de problèmes. Et après, on a vraiment la grille. Hop. Donc, on a d'abord les classes génériques. Voilà, on va plutôt l'appeler extends. Voilà, hop. On va appeler ça les classes génériques. Et la grille, à proprement parler, elle commence ici. Voilà. Donc, au niveau de notre grille, pareil, le center, on va le mettre directement ici. Ce sera .call, hop, suffixe. -center et ça fera margin 0 auto et float none. Je sauvegarde et maintenant hop, vous voyez que c'est centré, peu importe les différentes résolutions. Donc je continue, on peut aussi créer un système d'offset, donc ça c'est quelque chose que l'on retrouve aussi sur le Twitter Bootstrap. Ça correspond à faire un push mais je ne sais pas vraiment quel pourrait être l'intérêt. En fait, au lieu de faire un left, on fait tout simplement un margin left. Voilà. C'est pas vraiment l'intérêt que ça peut avoir. Je pense que c'est pour créer un décalage lorsqu'on a plusieurs colonnes. Donc là, hop, si j'essaie au niveau de mon HTML, je mets call-offset. Alors là, ça sera medium call-m-offset. Non, sur le medium, on n'en a pas. Donc le offset, ça sera que sur le mobile. Donc offset-1. Voilà. Donc ça crée un margin left qui fonctionne bien sur mobile, mais pas sur le bureau. Donc sur le bureau, je fais call-offset-0 et en mettant le préfixe qui correspond à la résolution de mon écran. Donc c'est -m-offset. Et vous voyez, poum, sur mobile ça marche bien et sur la version bureau ça marche aussi très très bien. Donc là on commence à avoir une grille qui a de la tronche entre guillemets. Donc je vais changer juste le killer fix pour garder celui de Compass, ce qui va me permettre d'économiser des lignes. On peut retrouver encore d'autres comportements qu'on peut grouper dans les grilles, même si ça n'a pas forcément de rapport. C'est notamment la notion d'invisibilité. Alors, par exemple, si je veux que ça ne soit affiché que sur mobile, donc là, hop.
Donc on va mettre col-10. Imaginons je veux que ça soit caché sur toutes les autres résolutions. Ben, je peux faire col-m-hidden. Et là, ça voudrait dire, ben, si je suis sur un écran grand, automatiquement, je le cache. Donc là, c'est grid.scss. Donc là, dans mon grid.scss, au niveau des écrans de grande taille, je vais faire .col-md-m-hidden. Ça fait un display none. Si je fais ici un .col-l-hidden, ça fait un display none. Hop, et automatiquement, là j'ai bien mis un M. Donc vous voyez, sur petit écran, on voit notre élément. Si j'agrandis, il disparaît. Bon, ça peut être une fonctionnalité utile. Et on peut avoir la chose inverse, c'est tout simplement show. Show, ça veut dire je ne veux le voir que sur écran de petite taille. Donc là, dès que je suis sur grande taille, il faut que ça disparaisse. Donc si vous voulez, vous pouvez créer des media queries en plus en utilisant justement les max 8. Ou ce que l'on peut faire, c'est dire par défaut le col-m-show, il est visible. Mais par contre, sur les écrans de plus grande taille, .col-show, il va être caché. Donc ce qui fait que... D'ailleurs là, le col n'a pas vraiment de sens, ce serait plutôt m-show. D'ailleurs, le nom ne me va pas parce que j'ai dit que sur mobile, donc c'est s-show. Ouais, bon, c'est pas idéal. Du coup, au niveau de ma grille, je vais dire, lorsque je suis sur un écran de taille grande ou de moyenne, je vais faire .s-show et ça fait display none. Automatiquement, c'est visible sur un écran de petite taille, ça fonctionne bien. Et dès que j'agrandis, hop, vu que j'ai mon display none, ça se cache. Donc de la même façon, si je veux quelque chose qui soit affichable que lorsqu'on est sur un écran de taille moyenne, donc là, à vous de voir le comportement, c'est vraiment un petit peu particulier. Moi, j'aime bien ce comportement-là parce que c'est vrai que parfois, on a des choses que l'on veut masquer et afficher que sur certains types d'écrans. Donc si on veut un truc qui s'affiche que sur les écrans médiums, il faut mettre que sur les écrans standards. Donc c'est ici, .m-show, on fait display none. Ensuite, lorsqu'on est sur un écran de taille moyenne, donc c'est ici m-show, on va le mettre en display block. Hop. Et lorsqu'on est sur un écran de grande taille, .m-show disparaît. Display none. De la même façon, .l-show va être en display block ici, alors qu'il sera par défaut en display none. Donc vous comprenez un petit peu où je vais en venir. Donc display, hop, j'ai écrit n'importe quoi, display none. Donc maintenant, si je fais un petit essai de tout ça, on n'a pas forcément besoin des colonnes ici, on peut directement faire hop, div.m-show. Là, c'est visible sur Medium. L-show, c'est visible sur Large. Et L- hop, d'ailleurs, j'ai enlevé l'euro là, ici. Hop. C'est S-show, visible sur Mobile. Hop, ou sur Small. Je vais faire la même chose pour tester cette fois-ci l'invisibilité. Hop, hop, hop. Ça va être invisible. Invisible à partir de. Donc là, ça va être m.hide. Comment j'avais appelé ça? Hidden ou. Je vais plutôt l'appeler hide parce que c'est plus court à écrire. Donc là, c'est invisible à partir de medium. Voilà. Et l-hide. C'est invisible à partir de large. Voilà. Donc là, on s'est créé comme ça quelques classes génériques. Donc, je pars du petit. C'est visible sur le small. Et ça doit être invisible à partir du medium et du large. Impeccable. J'avance. Hop. Là, j'ai bien le visible sur medium. Donc, tout le reste se masque. Et j'ai le invisible à partir de large. Impeccable. Et celui-là, c'est bien rendu invisible. Je continue à grandir. Hop. On a bien le visible sur large. Et le truc qui devient invisible à partir de large. Donc, impeccable. Donc après, vous voyez le principe, hein, vous pouvez vraiment vous créer des règles comme ça comme vous voulez. Donc là, on arrive vers une approche qui est plutôt orientée au CSS. C'est-à-dire qu'on a comme ça des classes relativement génériques qui sont absolument pas sémantiques, c'est-à-dire qu'elles ne représentent pas le contenu, mais qui vont nous simplifier vraiment la tâche. Vous voyez que si je veux créer un système d'arguments, par exemple, je fais div.col- D'ailleurs, je me dis que col- c'est un petit peu trop générique. On va toujours mettre un préfixe, comme ça on s'y retrouvera. Voilà, col-s pour dire small. Et au niveau de notre système de colonnes, là,
Hop, c'était ici, on va mettre toujours le préfixe. Mais vous voyez, je peux mettre ici call-s-6. Hop, mettre h2 argument 1. Et un petit paragraphe avec un lorem. Et dire sur grand écran, ça fait call-m-center. Call-m-4. Hop, tout ça, je l'entoure d'une div qui va avoir la classe row. Et je duplique ça 3 fois. Tom, tom, tom. Donc si je sauvegarde, vous voyez, j'ai bien mes 3 colonnes. Et si je passe sur un petit écran, j'ai comme ça 4 colonnes. D'ailleurs, l'argument là, il est bizarre. Et si je veux que cet élément soit bien centré, ben, je peux utiliser les offsets. Donc en faisant call-s-push. Et je push de 3 colonnes. Hop, je sauvegarde. Et vous voyez que cet argument se place bien. Par contre, comme je vous l'ai dit, ça crée un décalage aussi sur la version bureau. Donc sur la version bureau, on fait call-s-push-0. Et hop. Et hop, là c'est un M. Automatiquement, ça refonctionne bien. Vous voyez qu'on a bien notre système qui se sépare. Donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu austère au niveau des classes. Quand on regarde, on se dit, mais putain, c'est un vrai bordel là. Tu vois bien qu'on a créé 200 classes. Mais au final, ça nous donne vraiment un contrôle total au niveau de l'HTML sur comment doit se comporter le site au niveau des différents périphériques. Donc là, on a créé 3 breakpoints, mais vous pouvez en créer autant que vous voulez. Vous voyez que le code est relativement simple. Hein. Tout est, enfin là, j'ai créé vraiment le strict minimum, mais on a quelque chose qui est facilement réutilisable et facilement adaptable. Et on a ce système de grille responsive. Donc c'est exactement ce comportement que l'on retrouve sur les différents frameworks, avec toujours 3 breakpoints différents. Donc la taille des différents écrans, c'est-à-dire le moment auquel les breakpoints agissent, diffère un petit peu suivant les frameworks. De la même façon, les classes, par exemple pull et push et compagnie, changent suivant les différents frameworks. Mais le comportement de base, c'est toujours la même chose. C'est toujours de cette manière-là que sont conçues les grilles. Donc vous voyez par exemple, là si je prends le cas de Bootstrap, c'est vrai que là pour le coup, ce que j'ai écrit s'en approche vraiment, mais c'est exactement la même chose. Vous voyez, on a une colonne SM5 avec un offset de 2 et lorsqu'il passe sur un écran plus grand, mais il est obligé de reset l'offset. Il n'y a pas vraiment le choix parce qu'on part sur cette optique-là de mobile first. Donc là, hop. Donc là, juste pour finir, je vais mettre default sur ces 2 breakpoints là parce que si jamais on veut pouvoir les changer, ça peut être utile. Mais je pense qu'on est plutôt bien. Et on va commenter légèrement ça en mettant medium screen. Voilà. En mettant un autre commentaire responsive. Et hop. Alors là, ça sera plutôt un commentaire de sous-niveau. Medium screen. Et hop, un autre commentaire. Large screen. Je commente en anglais, je ne sais pas pourquoi, ça vient tout seul. Mais voilà, vous voyez qu'on a comme ça créé une petite grille. Au final, c'est un truc qui prend 72 lignes, exactement. Bon, il y a beaucoup d'espace et de commentaires, mais vous voyez que ça n'a rien de compliqué. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionnent les grilles sur les différents frameworks et comment on peut gérer comme ça directement en utilisant des classes CSS la notion de responsive. Et vous voyez que ça n'a rien de vraiment très compliqué. Donc ici, l'approche qui a été utilisée, c'est l'approche de mobile first, c'est-à-dire que la classe générique est d'abord appliquée au périphérique mobile, et ensuite on va affiner les règles pour créer des règles supplémentaires pour les écrans de taille moyenne et les écrans de grande taille. Donc au niveau de notre HTML, ça va avoir une influence. On commencera toujours à gauche par la classe qui concerne les mobiles, et on affinera. Plus c'est précis, donc plus c'est pour les écrans larges, plus on ira vers la droite en fait. Donc pareil, au niveau de la lisibilité, c'est ce qui permet d'avoir la meilleure lisibilité. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire évidemment la chose en inversé, c'est-à-dire on va mettre ici des max width et max width à cet endroit-là pour pouvoir dire d'abord on vise les écrans qui sont les écrans larges et ensuite on va affiner pour les écrans de petite taille et les écrans de taille moyenne. Là, c'est vraiment à vous de voir, mais ce comportement-là, c'est celui qui est le plus utilisé à l'heure actuelle. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc si vous avez rencontré des petits problèmes ou si vous voyez que j'ai écrit des grosses conneries, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à venir nous voir sur IRC.